Salut tout le monde, bienvenue à Sous Tension, le show pour les entraîneurs et les passionnés de fitness, présenté par l'Institut du fitness et de la transformation. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon collègue Kevin. Salut Vince. Et d'Alex Boily, notre invité aujourd'hui. Alex, merci d'être là. Bien, merci de votre invitation. On est super choyés de te recevoir. Écoute, Alex, j'ai une confession à te faire. Tu nous as préparé un plan d'entrevue. Je trouve ça vraiment hot. C'est la première fois que je vois ça. Fait que merci. Ça fait plaisir. Je racontais juste avant que, comme je fais des podcasts, des fois, tu sais pas la personne exactement ce qu'elle vit dans le moment présent. Fait que moi, je fais comme, voilà un peu ce qui m'habite là. Fait qu'après ça... J'adore ça, puis je suis sûr que ça en dit long sur comment tu travailles en général, puis tout. Fait que je comprends pourquoi tu as du succès. Mais écoute, n'empêche, tu nous as fait une belle introduction pour nous, mais je veux quand même te donner la chance de la raconter toi-même à notre auditoire. Fait que si tu pourrais te présenter, puis... Ouais, courte bio, dans le fond. Ouais. Mm-hmm. C'est un peu pour ça que je me retrouve à faire ce document-là, justement, parce qu'il y a certains changements qui sont faits. Bon, je suis bien connu comme étant le fondateur de Révolution Santé, je suis kinésiologue de formation. Le côté très père de 2 filles, 9 filles, 12 bientôt, là, je vais célébrer ma plus vieille bientôt. C'est ça, fondateur de Révolution Santé, fait que ça fait un petit peu plus que 10 ans à peu près que je suis dans ce domaine-là maintenant. Puis, nouvellement, il y a bien des changements qui sont faits dans la dernière année parce qu'il y a une espèce de filon de passion entrepreneur qui s'est construit. Ça a été un peu tout le temps le cas, en fait. Là. Ça veut dire que je suis un hyper passionné des affaires dans la vie tout court, d'apprendre des nouvelles choses. Puis l'entrepreneuriat, c'est sans fin. Il y a tout le temps, à chaque palier, il y a un nouveau défi puis une nouvelle affaire. Puis j'ai réalisé finalement que c'était un petit peu ça mon obsession, puis que je trouvais ça bien cool. Fait qu'il y a eu ce petit changement-là cette année. Fait que bref, ça ressemble pas mal à ça en très rapide. Spécialisé un peu en optimisation de la santé, très changement d'habitude de vie, très basé sur l'humain. Ça veut dire que je suis plus un gars qui croit aux actions très simples, répétées avec une grande discipline, puis de m'intéresser à pourquoi les clients sont pas capables de faire ça, que de constamment mettre de la sophistication, mettons, dans la santé. Fait que ça, c'est ce qu'on fait chez Révolution Santé. Puis là, depuis cette année, on a fait l'acquisition d'une nouvelle entreprise en repas préparés aussi pour offrir une gamme qui correspond plus à la qualité qu'on aimerait offrir. Fait que là, on est vraiment en train de faire beaucoup de travail dans la compagnie avant même que ce soit annoncé. Fait que j'annonce rien depuis janvier. Ça fait depuis janvier qu'on est propriétaire de ça. Puis... Dans cette optique-là de cette année, on en parlera plus en détail tantôt, mais j'ai comme fondé une autre entreprise qui est Alex Boily Inc., le nom, fait que c'est pas très officiel, très étrange, mais c'est juste création de contenu, puis essayer juste de donner au suivant ma passion de l'entrepreneuriat, puis qu'est-ce qui m'a permis d'avoir le succès qu'on a aujourd'hui. Fait que c'est vraiment quelque chose qui m'a servi, moi, d'avoir du feedback de d'autres personnes qui ont eu plus d'expérience que moi. Fait que c'est comme un autre de mes affaires qui ont commencé cette année. Quand tu as terminé le bac en kinésiologie, tu es tombé sur le terrain directement, toi, tout seul, ou tu avais une équipe? Comment tu as commencé dans le domaine aussi des affaires, de jeunes étudiants qui graduent, après ça, on s'en va. Comment est-ce que tu savais déjà que tu étais entrepreneur dans l'âme dès que tu as terminé, ou ça a pris du temps avant d'identifier entrepreneur? Parce que souvent, on a un syndrome d'imposteur. Non, je pense que c'est vraiment, depuis toujours, j'ai été un entrepreneur. Je veux dire, même, on ne tenait pas d'une génération un peu qui avait des jeux vidéo, un peu plus des jeux vidéo où on jouait en ligne avec d'autres mondes. J'avais tout le temps l'initiative de créer ou de... J'ai toujours une obsession en juste... j'allais dire tricher pour l'utiliser le mot français, mais comment tu fais pour profiter le plus possible d'un système? On va dire ça comme ça, tu sais. Puis, c'est très entreprenant, ça. C'est comme comment je peux avoir le plus en respectant les règles dans ce système-là. Ça se retrouve à être un peu ça. Puis je trouve que les entrepreneurs, c'est ce qu'on fait. Fait que pour moi, c'était évident qu'il y avait ça. Quand j'arrivais pour choisir mon choix de carrière à l'université, j'hésitais entre je vais-tu plus d'un domaine des affaires, puis la kinésiologie, je n'étais pas certain. Puis finalement, par hasard, là, j'ai juste décidé, OK, je vais aller en kinésiologie. Puis après, je savais que j'allais vouloir me lancer en affaires. Mais reste que j'ai gradué fin avril. Je pense que c'était comme 30-31 avril. Je ne sais pas combien de jours il y a en avril. Puis le 1er mai, je travaillais à temps plein dans une salle d'entraînement traditionnelle. Tu sais. Fait que et heureusement, parce que ce qui m'a fait accepter ce mandat-là, moi, je suis quelqu'un de bien excessif dans la vie. Puis peut-être, c'était-tu de la prétention, je ne le sais pas, mais j'aurais été le genre de personne à penser, moi, je vais être millionnaire demain. J'exagère dans mon propos, mais vous comprenez l'idée là, en faisant je vais réussir plus que tout le monde. Mais quand j'ai fait mon dernier stage en kin, j'ai vraiment réalisé le gap entre la théorie et la pratique. Parce que mon stage, c'était que je supervisais le développement des athlètes de l'équipe universitaire de l'UQAC, dans le fond. Fait que je faisais toute leur périodisation d'entraînement. Fait que c'était génial, c'était super le fun comme stage. Fait que moi, je travaillais dans mes cahiers, je faisais de la planification. Puis là, j'allais voir mon superviseur de stage pour lui montrer ça, qui avait à travailler beaucoup avec des athlètes de haut niveau.
Puis il faisait toujours comme, c'est irréaliste pour ces athlètes-là. C'était ça qu'il me disait tout le temps. Mais j'étais comme, mais j'ai cherché la meilleure technique d'entraînement en force reconnue par la... Oui, mais ils n'ont pas l'expérience d'entraînement pour faire ça, fait que c'est impossible qu'ils fassent ça. Puis dans le fond, j'avais jamais raison. Ou la théorie, du moins, avait jamais raison. Puis c'est là que j'ai réalisé, OK, il y a un gros gap là, entre qu'est-ce qui marche le mieux, puis comment l'être humain, lui, il peut l'appliquer. C'est ça qui a fait que j'ai fait, OK, je vais aller faire de la pratique générale en commençant. J'ai commencé dans un gym. J'étais travailleur autonome, là, j'avais des commissions sur le nombre de clients que j'avais, des affaires comme ça. Mais un petit taux horaire, mais c'était pas mal la base, là, rien de bien. Qu'est-ce qui t'a fait que tu as dit, OK, là, je vais démarrer avec une équipe? Est-ce que Révolution Santé est arrivé peu de temps après? Non, mais en fait, j'ai toujours été quelqu'un d'excessif dans la vie. J'aime voir les affaires sans limite. En fait, même dès que tu me mets dans une boîte où il y a une limite, là, je ne serai pas bien. C'était un organisme à but non lucratif où je travaillais. Puis, tu sais, moi, à l'époque, c'était à l'Abbé, qui est la ville de Pierre-Lavoie aussi, là, si vous ne le saviez pas. Puis, je me rappelle, la vision... Ce que j'ai fait avec Révolution Santé aurait pu être dans cet organisme-là, si la porte, elle avait été ouverte, mettons. Mais c'était pas vraiment le cas. C'était un milieu qui était un peu plus conservateur, qui avait tendance à penser plus comme, hey, on est une petite ville, hey, c'est les mêmes clients qui viennent tout le temps. Mais moi, je savais déjà à l'époque que la seule façon que je pouvais bien gagner ma vie, ça allait être d'être sur le web. Parce que, tu sais, je viens d'une région, je viens du Lac-Saint-Jean, pas beaucoup de monde. C'était connu, c'était un peu une croyance limitante finalement, mais c'était connu que les gens ne payent pas très cher en général nécessairement pour avoir des coachs. Fait que je me disais, le secret, c'était d'avoir du volume. Fait que je savais pas comment, mais je me disais, il n'y a pas d'autre façon qu'être sur le web. Fait que finalement, s'il y avait eu un milieu de développement là, ça se peut très bien que je serais resté là, puis je me serais accompli dans le milieu, mais il était plus ou moins ouvert à ça. Ce que moi, je disais, c'est tellement, on pourrait être la capitale nationale de l'activité physique, puis en créant du contenu sur les réseaux sociaux. C'est drôle. Même, je trouve ça drôle de penser qu'une petite ville à l'Abbé, à Saguenay, c'est eux autres qui a le plus gros magnétophone de prévention de la santé, mettons, au Québec. Mais finalement, moi, je faisais plein d'initiatives pour trouver des clients ailleurs, ces réseaux sociaux. Je faisais de la publicité un peu. Puis comme j'étais à mon compte, j'avais intérêt à faire ça. Puis éventuellement, il a fini par avoir du monde d'ailleurs qui m'ont sollicité. J'ai une cliente de Québec, j'ai une cliente du Nouveau-Brunswick. Puis là, eux, j'ai faisais en virtuel. Puis vu que c'est moi qui faisais les initiatives de mon temps libre, je prenais 100% des clients. Quand les clients venaient de ma région, là, par respect pour le milieu de travail, je leur disais, vous allez devenir là parce que le centre sportif avait droit à sa cote d'une certaine façon. Puis un moment donné, il s'est mis à avoir, je vous dis, un conflit, mais honnêtement, il n'y avait pas vraiment de conflit. C'est plus eux autres qui m'ont dit, le best, ce serait que tu consolides tout ici ou tu pars et non pas qu'il y ait des affaires séparées. Ça fait bien du sens. Puis comme justement, je sentais qu'il n'y avait pas une entière liberté puis que je mettais énormément de temps ailleurs, là, j'ai décidé de quitter à ce moment-là. C'est là que tu as lancé... en fait, mettons, là, pour donner une échéance, en 2017, je ne me trompe pas, j'ai fondé ma page Facebook Alex Boily, kinésiologue, mais je travaillais là-bas. C'était juste pour faire, OK, il faut faire des réseaux sociaux. Puis j'ai vu une différence, là, juste pour que les gens comprennent. Aujourd'hui, c'est plus... Il y a tellement de bruit, ces réseaux sociaux, que c'est différent. Mais j'ai vu la différence, là, la première semaine où j'ai commencé à faire du contenu, j'ai vu la différence. Le fait d'être sur... Vous autres, travaillez-vous... je sais pas, toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu me disais tantôt que tu étais dans un gym. Êtes-vous tous les deux dans des gyms? T'es-tu entraîneur, toi, ou non? Non, t'es juste l'animateur, c'est ça ici. Toi, tu travailles dans un gym, fait que peut-être que tu vois une différence, mais dans un gym, t'es tellement avec les clients. Moi, je travaille juste en virtuel, fait que je n'ai pas de feedback de ce que je fais. Mais dans le temps, je faisais des vidéos où le monde m'en parlait constamment. Puis je réalisais que quand un membre de sa famille disait « il faut que je me remette en forme », c'était mon nom qui sortait. Parce que j'étais tout le temps dans leur face, d'une certaine façon. Ça avait vraiment fait un gros impact. Fait que 2017, je fais ça. C'est en 2018 que je me retrouve à quitter mon autre job pour être à mon compte à 100%. Fait que j'ai comme quand même ce fond de réseaux sociaux-là que j'essaie de propulser puis de commencer à coacher juste en ligne à ce moment-là. Fait que c'est là que j'ai commencé. Puis Révolution Santé, c'est en 2020. J'oublie tout le temps la date exacte. Je pense que c'est 2022. Juin 2022. Je pense que c'est plus loin que ça. C'est quand même toute l'ascension parce qu'avec le congrès, je ne sais pas comment tu l'appelles, l'événement, le sommet annuel. Dans le fond, c'est la même machine parce que Alex Boily, kinésiologue, c'est juste transformé en Révolution Santé en 2022 parce que on était rendu probablement à 10-12 à l'époque. Je coachais déjà beaucoup moins. Puis là, c'était rendu que les gens prenaient des rendez-vous. C'est pas moi qui faisais les appels de vente. C'est pas moi qui coachais la majeure partie du temps. Fait que là, c'était un peu étrange que tu t'abonnes à Alex Boily, kinésiologue. Puis tu n'as jamais accès au monsieur. Là. C'était ça étrange. Ouais. C'était contraignant pour mon équipe aussi. Quand tu travailles pour du monde, puis
tu as besoin d'écrire des publications en mon nom ou c'est différent que dans une organisation où il y a un sous-entendu. Quand tu vas chez Desjardins, pour nommer cet exemple-là, ben, tu le sais que c'est tous des humains qui travaillent en harmonie pour l'entreprise. Puis s'il y a quelqu'un qui fait une gaffe, on est tous aussi indulgents parce qu'on le sait que c'est un employé qui a fait une gaffe. On ne salira pas toute la réputation de Desjardins pour ça, mettons. Fait que ça crée un peu plus de flexibilité. Fait que je voulais leur laisser une place pour faire, hey, c'est tout notre morceau, ça. C'est là qu'on a fait la transition avec Révolution Santé en 2022. Mais c'est un peu la même machine depuis tout le temps, dans le fond. Puis est-ce que tu as vu, tu sais, à transformer, à prendre ton personal branding puis en le rendre en business, est-ce que tu as vu des challenges aussi, parce que souvent, les gens, ils s'attachent beaucoup à un humain. C'est un peu plus difficile avec une business ou ça a super bien été? Comment tu as vécu cette transition-là? Dans ce cas-là, moi, j'ai rien perdu vraiment parce que j'ai vraiment renommé ma page Alex Boily, kinésiologue Révolution Santé. Fait que la perte que moi, je me suis retrouvé à avoir, c'est plus que j'ai perdu mon personal brand, mettons. Ouais, c'est ça. Et que je ne l'ai pas vraiment perdu au sens que le personal brand, c'est pas tes réseaux sociaux, c'est l'image puis la notoriété que tu as dans la tête des gens. Fait que ça, je ne l'ai pas perdu, mais j'ai perdu le levier que j'avais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un peu ce que je recommençais en janvier cette année. Mais j'ai parti une page Instagram à 9 parce que même chose, la page Instagram, je l'avais changée pour Révolution Santé. J'ai mon profil personnel Facebook, que lui, j'ai depuis toujours, puis c'est un profil personnel quand même presque 9000 abonnés là. Fait qu'il y a du monde à la messe pas mal pour ça. Ça reste ma notoriété. Mais j'ai pas senti de perte parce que c'est... Mais tu sais, dans le fond, quand la plupart des compagnies essaient d'avoir un porte-parole ou un associé, justement pour que leur marque soit associée à un individu, c'est un peu ça qui s'est fait, mais à l'envers. C'était moi la marque. Puis là, on associait plus un nom Révolution Santé à moi. Fait que les gens associent encore beaucoup Révolution Santé à Alex. Fait que je joue ce rôle-là, un peu de porte-parole d'une certaine façon. Puis mon but, c'est d'essayer... Écoute, on est sûrement 3 ans en retard sur ce que les gens voient, ces réseaux sociaux, donc la perception qu'ils ont de Révolution Santé, puis ce qu'on est dans le moment présent. Je vous l'ai dit juste avant qu'on arrive en enregistrement, pendant que je m'en venais ici, hier, on a planifié une séance de photos avec notre équipe de coach parce qu'on est rendu comme 6. Plus personne qui connaît les autres. C'est eux autres qui coachent en plein. C'est juste parce que c'est compliqué de créer du contenu avec d'autres mondes qui sont ailleurs, puis qu'on est tous en train d'essayer de faire ça. Mais quand je dis qu'on est 3 ans en retard, c'est que dans la plupart des gens qui nous suivent, je suis pas mal juste moi, c'est Révolution Santé. Mon frère commence un peu plus à être perçu parce qu'il est apparu à l'occasion. Mais là, je veux de plus en plus qu'on soit perçu comme une organisation de coachs avec diverses expertises. On est des naturopathes, des coachs en PNL. On est 2 kin. Fait que le but, c'est de réussir à avoir un éventail de spécialistes différents. Je prétends pas pouvoir être le meilleur dans tout. Fait que mon but, c'est de trouver des experts dans tout ça. Fait que lentement, on veut changer vers ce petit centre-là de gens spécialistes puis d'avoir accès à tout le monde quand on a du coaching là-bas. Puis, avec Révolution Santé, c'est quoi votre approche? Comment ça fonctionne, mettons, vos services? Mettons, il y a vraiment deux éléments. C'est il y a comme un aspect qui est juste très éducatif. Fait que là, tout le monde qui connaisse un peu qu'est-ce qu'on fait a été touché vers une de nos publicités parce que c'est une de nos forces vraiment. On fait beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux. Fait qu'on vend des guides, des ateliers, clés en main. Fait que ça fait partie aussi de notre mission d'essayer juste d'éduquer les gens. Moi, je trouve que c'est un des plus gros problèmes. Les dernières décennies qu'on a eues, je pense que notre génération change, mais les générations précédentes, on responsabilisait tout le temps quelqu'un d'autre pour des portions de notre vie. C'est notre médecin qui était responsable de nous autres. Même, je veux dire, c'est un peu le cas, le mécanicien, c'est lui qui répare notre char. Mais c'était ça avec notre santé. C'est comme la personne-là fait un programme d'entraînement. J'ai aucune idée pourquoi il me prescrit ça, mais je le fais. Puis je vais voir. Le concept juste de nutritionniste, je trouve ça absurde dans le sens où je paye quelqu'un qui va me faire un plan pour me dire quoi manger, puis je ne sais pas vraiment pourquoi. C'est un peu absurde quand on y pense, ce concept-là. Il faut que la personne comprenne qu'est-ce qu'il y a. Puis je ne suis pas en train de dire que les nutritionnistes n'ont pas leur place. C'est plus, il faut que ça tourne beaucoup plus autour de l'éducation. Fait que nous autres, c'est ça qu'on essaie de faire. Éveiller les gens puis qu'ils comprennent. Fait que c'est ça, quand tu te sens au régime, c'est juste parce que quelqu'un t'a dit de faire quelque chose puis tu ne sais pas pourquoi. C'est juste sur ça. T'sais. Fait que notre but, c'est de faire ça. Fait qu'il y a ce volet-là qui a beaucoup de clés en main. Puis après ça, on a du coaching vraiment comme personnalisé qui se fait également là-dedans. C'est pas mal les 2 formats qu'on a. Puis notre coaching personnalisé, notre philosophie, c'est très de... je reviens à ce que j'ai dit un peu plus tôt. Là, pour moi, la simplicité importe beaucoup. Fait que c'est vraiment de mettre l'accent sur les bases en place. Puis je mets beaucoup l'importance dans la vie sur la séquence. Je dis la séquence comme si c'était une chorégraphie puis c'était tellement important que ça soit fait dans cet ordre-là. Mais ce que je veux dire par séquence, c'est que si tu es en train de travailler sur quelque chose de sophistiqué, puis il y a quelque chose en bas qui n'est pas
maîtriser, on est en train de perdre notre temps, ben raide. Ouais. Puis les gens, des fois, qui s'intéressent à la santé, ils arrivent un peu en faisant, moi, ça m'intéresse depuis longtemps, puis j'étudie ça depuis longtemps, puis je te paye parce que j'aimerais savoir des affaires compliquées. Nous, on joue pas vraiment à ce jeu-là. T'sais. On est comme, on va revenir à la base, puis tu vas faire chacune des étapes dans la séquence qu'on considère que c'est important. Fait que quand je dis séquence, c'est plus l'ordre de priorité qu'on dirait que c'est quoi. Tu sais, comme, mettons, les bases fondamentales de sommeil, alimentation, puis bouger, là. Puis même si on met n'importe quoi d'autre là-dedans, au moins ça. Puis après ça, on va commencer à se poser la question si on s'intéresse à du sophistiqué. Je parle très peu de suppléments, mettons, parce que dès que tu parles de suppléments, les gens sautent dans le magasin à aller s'acheter des suppléments, puis ils sont encore sédentaires. Ça me gosse vraiment. T'sais. Fait que ça, c'est ce qu'on essaie de faire le plus possible. Fait qu'on a une philosophie plus de... Même, on fait pas beaucoup on fait pas de prescription tant que ça sur mesure. Il y en a tout le temps, là. Tu as un client devant toi, tu le rends sur mesure. Mais ce que je veux dire, c'est quelqu'un vient et me dit moi, mais j'ai des troubles de digestion. Je vais faire on va mettre la base en place, on vérifiera après. C'est ça pour tout le monde. Fait qu'on n'est pas, je suis pas de la philosophie des grands plans personnalisés puis des protocoles complexes en fonction de chaque individu. Je suis plus du genre à faire j'ai un problème, on met la base en place, on vérifiera après s'il est encore là. Puis honnêtement, 8 fois sur 10, ça disparaît. Parce que c'est la fondation qui n'était pas là qui créait le problème, puis on résout avant. Puis je trouve que souvent, dans notre domaine de la santé, on fait l'inverse. Quelqu'un arrive avec un problème bien précis. Tu sais, mais je vais dire, mettons, des problèmes intestinaux, il y en a tellement, une maladie de Crohn ou un côlon irritable. Puis là, ils sont comme, mais là, faudrait vraiment agir en conséquence du fait que moi, j'ai cette réalité-là. Mais il y a plein d'affaires de base qui n'ont rien à voir avec ta maladie que tu devrais déjà faire, que tu ne fais pas. Puis si moi, j'essaie de te tweaker des trucs, c'est comme essayer de mettre un plaster, puis toi, tu continues de te gratter à tous les jours, ça ne marchera pas. T'sais. Fait que c'est plus ça, notre philosophie. J'imagine aussi que vous avez la clientèle qui vient avec, dans le sens qu'elle doit être très large, là, vous adressez à un gros public. Ouais, vraiment, nous autres, on a une grande clientèle. On est très grand public, effectivement, puis on est très dans les gens qui... soit des gens que ça fait des décennies qui essaient de trouver une solution équilibrée qui leur convient. Là-dedans, il y a beaucoup de mindset puis de l'aspect psychologique du changement qu'on essaie de les aider. Puis je pense qu'on est très bon là-dedans, on se distingue beaucoup. Puis il y a une portion que c'est des gens qui, comme tout le monde, là, ils arrivent au point de rupture où ce que tu fais là, il faut que quelque chose change. Puis ils décident de se prendre en main. Puis ils connaissent ça un peu, mais comme plus... Ben oui, j'étais conscient que la santé, c'était important. Je n'entendais par la gauche, par la droite, puis j'ai retenu certaines informations, mais pas au sens que je m'y suis intéressé. Fait qu'il y a un noyau de gens qui se sont intéressés, qui sont généralement mêlés d'ailleurs, parce qu'il y a trop d'affaires partout. Puis il y a des gens qui c'est plus comme là, il arrive un breaking point, tout ce qu'ils font là, c'est assez. Puis c'est ça, ils décident de changer complètement de bord, puis on leur offre tout l'accompagnement. Cool. Je pense aussi à un sujet qui est important pour toi, qui est très, très, très présent ces temps-ci. C'est tout ce qui est... là, toi, tu t'es embarqué, tu fais des Ironman. Ouais. Peux-tu nous parler de ça? Ouais, ben ça, c'est très drôle, cette affaire-là. Puis en secondaire 4, Pierre Lavoie vient faire une conférence à mon école secondaire. Puis il vient parler qu'il fait un Ironman. Puis moi, quand j'étais en secondaire 4, Internet existait sûrement, mais tu sais, je veux dire, on n'a pas de téléphone, puis il n'y a pas de réseaux sociaux comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je raconte tout le temps aux gens, moi, je fais des Ironman, puis je me trouve pourri. Parce qu'il y a tout le temps un fou dans la tête quelque part qui a fait 10 fois plus que moi, puis... Ben, juste déjà faire Ironman, c'est quelque chose. Hein? Non, je le sais, mais je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, quand je vois mes réseaux sociaux, ça a tout le temps l'air juste correct, tu sais, c'est comme absurde, mais dans le temps, ça n'existait pas, ça. Fait que Pierre Lavoie vient faire une conférence, il explique c'est quoi Ironman, il nous dit c'est quoi les distances, mais on s'en va vers 4, là, 180 km, t'as aucune idée c'est quoi. Et c'est pas ça qui me frappe, c'est qu'à un moment donné, il y a une diapo où il franchit la ligne d'arrivée, puis il a fait comme 9h36, puis il détient un record du monde, Pierre Lavoie, à cette époque-là. Fait que c'est un vraiment bon temps. Puis moi, je regarde ça, puis je suis comme 9h36, puis là, je catch le... Là, je mets à faire des calculs, je catch comme, mais il mange quand? Parce que juste ça, quand tu es adolescent, tu comprends pas le concept que tu peux faire du sport sur une période assez longue pour que tu manges même pas de repas complet. C'est quand il va aux toilettes. C'est que, tu sais, tout ça est très étrange. Puis je trouve ça phénoménal. Fait que c'est comme il a planté une graine de faire un jour, j'aimerais ça, compléter ça. Mais tu sais, la vie avance. Justement, je me lance à mon compte, j'ai mes enfants, je me suis même auto-construit une maison. Tu sais, fait en aiguille, tout ça avance. Puis j'ai fait un podcast avec Jimmy Sévigny qui fait des... Il a déjà fait des folles aussi, mais fait des demi un peu plus régulièrement. Puis il me dit, sérieusement, un demi, si t'es déjà quelqu'un d'assez athlétique et comme t'es capable de pogner le volume d'entraînement assez vite, d'un 16 à 20 semaines,
pour être capable de survivre le demi. Tu ne battras pas de record, mais c'est pas grave. J'ai fait, tant que ça, je voyais ça pire que c'est. Fait que ça a donné que c'était un peu à la fin de toutes mes affaires. Je venais de finir de construire la maison dans laquelle j'habite en ce moment. Puis là, j'ai fait, j'ai du temps libre, je pourrais être relax, mais pourquoi ne pas m'engager dans Ironman? Fait que j'ai commencé à faire ça. Puis honnêtement, c'était purement au défi au début. Je suis tout sauf un athlète d'endurance. J'ai joué 12 ans au football, 12 ans au badminton. Puis tu sais, j'ai toujours très bien performé au football. Fait que toutes on le voit dans mon gabarit, là, je mesure 6 pieds 2, je pèse 210 livres. Tu sais, c'est que d'habitude, un 6 pieds 2, ça pèse 160 quand ça fait des longues distances de même. Puis, mais j'ai fait un full. Fait en 2023, novembre 2023, puis je vais commencer à m'entraîner. Novembre 2024, j'ai fait un full. Ce qui était un peu trop rapide. Là. Aujourd'hui, je dis le mieux, ça aurait été de le faire plus tard, mais je pensais que je n'allais pas aimer le mode de vie parce que justement, j'ai jamais fait de sport d'endurance. J'haïssais ça. Je peux pas dire que j'aime ça encore. C'est juste vraiment intéressant, ton développement personnel que toi, tu fais là-dedans, la patience, apprendre à juste comme, mais je suis parti pendant 3 heures. Des fois, ça fait 15 minutes, tu es parti, tu trouves ça long. Fait que comment tu fais pour comme faire, là, il faut t'oublier le temps parce qu'il y a un petit bout. Fait que je trouve ça très intéressant, cette science-là. Puis, c'est ça. Fait que je me suis lancé au full. J'ai fait le demi à Tremblant. Là, on a décidé de faire le full parce que je n'étais pas sûr de continuer après. C'était comme pour le défi. Puis après, j'ai tellement aimé le mode de vie du demi-Ironman que là, j'ai décidé de continuer ça. Fait que là, je sais pas jusqu'à quand. En ce moment, c'est une quête que j'aime beaucoup. Le fait que je suis très mauvais. Quand je dis que je suis très mauvais, c'est que moi, j'ai l'habitude dans la vie, quand je fais du sport, mettons des sports d'équipe, puis justement des sports d'intervalle, je vais être vraiment vite un 7-8 sur 10 parce que j'ai des composantes athlétiques qui sont bien, bien commodes là-dedans. T'sais. Mais le triathlon, mettons, je me suis quand même vraiment appliqué. Là, j'ai fait un gros 8 mois d'entraînement très sérieux avant Tremblant. Là, cette année, c'est ma 2e année. Mais tu sais, mettons, en Tremblant, là, mon temps, j'étais comme dans le 80e percentile des plus lents, là, mettons. Ce qui est pourri en sacrement. J'étais le 4e plus lent de ma catégorie d'âge à la course. C'est 4e plus lent sur... C'est pourri. Fait que tu sais, quand je dis c'est pas ma force, puis c'est pas comme si je m'étais pas pris au sérieux, ça, je veux dire. T'sais. Fait que mais je trouve ça le fun de faire jusqu'à où je vais être capable de progresser malgré le fait que c'est pas familier avec moi. Fait que là, j'adore ça. C'est à peu près 10-12 heures d'entraînement par semaine. Les gens trouvent que c'est beaucoup en général, mais si tu penses qu'il y a un genre de 3 heures la fin de semaine où est-ce qu'on va faire une longue run de vélo puis de la course un peu, fait que là, t'enlèves ça, tu te retrouves à avoir un genre de 9 heures. Finalement, tu fais à peu près 1 heure d'entraînement par jour. C'est assez cool. C'est quand même beaucoup. Mm-hmm. C'est accessible. En fait, ce qui fait que c'est pas tant que ça, j'ai réalisé, c'est que les gens associent la course, je veux dire la course, mais ça pourrait être le vélo, puis au fait que c'est vraiment dur puis souffrant, puis c'est ça pour la plupart des gens. Mais quand on fait des longues distances, on est toujours en basse intensité. Fait que moi, mettons, je cours, puis souvent, je vais répondre, puis je vais faire des messages vocaux à plein de monde, je fais des suivis, parce que j'étais capable de dialoguer, c'est en basse intensité. C'est ça qu'on a de la misère à comprendre. Les gens, mettons, la masse de la population, là, peut-être pas les gens qui écoutent le podcast, mais qui sont pas nécessairement entraînés, mais pour eux autres, c'est peut-être l'équivalent de faire, es-tu capable d'aller faire 1 heure par jour de marche en zone 2? Mais si la réponse c'est oui, c'est ça que moi je vis physiologiquement. Fait que c'est pas si pire que ça. C'est juste que c'est pour ça que j'aime le mode de vie, dans le fond. Mm-hmm. Versus la muscu ou du crossfit, tu vois flou, t'as envie de vomir. C'est rushant, mais c'est plus court. Il y a des bouts que tu es en arrêt complet, tandis que là, c'est vraiment. En tout cas, clairement, tu t'entraînes plus fort que moi en muscu parce que. Rappelle-nous les distances pour un demi-Ironman. La course, le vélo, la natation, ça ressemble à quoi? La natation, c'est 1,9 km. 1,9, OK. Vélo, c'est 90 km. 90. Puis après ça, c'est 21. Un demi-Ironman. Okay. Un demi-marathon, excuse-moi. Ouais. Okay. Puis le full, c'est un complet. Fait que ça prend à peu près... Moi, ça me prend... Comme là, j'en fais un autre en décembre. Mon temps que j'essaie de target cette année, c'est 5h30. L'année passée, j'ai fait 6h et quelques. Là. Fait que j'ai eu une belle amélioration en Tremblant. J'ai fait 4,50. J'avais comme sauvé, je pense, comme 40 minutes. C'est vraiment beaucoup là, pour une première année. J'ai hâte de voir le prochain. Tu as tout le temps l'impression de ne pas progresser, je trouve, dans ce sport-là. Ça a l'air de te mettre beaucoup de pression. Hein. Ben, ça dépend comment tu le vois. La réponse peut être oui, mais mettons, je vis pas mal avec une pression, c'est pas malsain, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je mets de la pression toute dans la vie. J'ai un grand plaisir à juste essayer d'être meilleur dans tout ce que je fais. Mais tu sais, je veux dire, je décroche facilement. Là. Je ne serai pas fâché de ne pas avoir fait mon temps. Puis je serai pas, tu sais, c'est le plaisir, je trouve, d'évoluer, de cheminer puis de voir comment on est capable de se pousser dans la vie. Fait que comme tu disais, comme dans les jeux vidéo. Ouais. Ben, ouais, c'est ça. Comme c'est toi contre toi aussi. Tu veux essayer de battre ton dernier temps pour essayer de t'améliorer, voir ta progression. C'est en vrai avec les compétitions que tu vois ton amélioration de capacité physique.
C'est tellement juste c'est vraiment ça, c'est juste du toi contre toi. Dans les sports d'endurance, c'est là que tu le vois le plus. T'sais. J'ai fait le marathon de Beneva Québec il y a 2 semaines. J'haïs courir. Fait que je me suis inscrit parce qu'il y a des membres de mes employés qui le faisaient. Puis je trouvais ça le fun. C'était comme un défi qui se lançait. Puis j'ai fait, je vais embarquer avec eux autres. Puis, mais on était comme 3000 kicks. C'est fou. Là, fait que quand tu es dans une discipline avec 3000, tu fais pas je vais gagner aujourd'hui. Ça devient vraiment un combat individuel de comment je suis capable de progresser. Puis c'est des distances tellement exceptionnelles que juste le finir, c'est comme bravo. Puis tout le monde le meilleur va te respecter. Des fois plus. Des fois, le meilleur, là, il a fait 2h26 au marathon. Puis quand tu fais, moi, j'ai fait 4h40, il fait, tabac, t'as fait t'as couru 2 fois plus longtemps que moi, dans le fond. T'as fait la même distance, mais t'as couru 2 fois plus longtemps. Souvent, ils sont plus emballés quasiment de toi. Puis, dis-nous, tu sais, comme là, tu parlais du nombre de temps par semaine, puis tu parlais de temps libre, mais avec tout, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Comment tu vas chercher cet équilibre-là? Les entreprises, le sport, tout ça? La famille? Gestion de temps, vraiment. Là. Puis ça a l'air stupide. Là. Tout le monde va dire, c'était évident que la réponse de comment tu fais pour avoir bien géré ton temps, c'est de la gestion de temps. Mais les gens le font vraiment très peu. Je suis vraiment épaté de ça. Cette année, c'est une des affaires, en fait. Cette année, j'ai commencé quand je vous parlais de l'entreprise média là, que je crée, je trouve ça bizarre d'appeler ça une entreprise média, mais c'est que j'ai vraiment créé une équipe pour créer du contenu. Puis je paye du monde pour penser à des idées, filmer en contenu, faire du montage. Puis ça me coûte de l'argent aussi. Puis j'ai décidé aussi d'offrir un mentorat en parallèle beaucoup axé sur la gestion de temps. Parce que mon but, c'était de faire l'affaire qui était le plus alignée que moi. C'est ça, quand on est arrivé, on a dit, OK, c'est quoi le produit que... C'est pas un produit pour toi, c'est juste comme ta réalité. Fait que c'est ça qui me distingue le plus, je pense. C'est le fait que je suis constamment en train de faire comment je peux faire plus sans sacrifier les essentiels de la vie. Puis je dis à faire, là, on dirait que faire, ça nous fait dire comme si c'est nous autres qui est en train de l'exécuter, mais en réalité, ça veut dire produire plus, comment la résultante de ce que j'obtiens dans ma vie est plus, parce que tu peux pas faire plus de choses qu'en 24 heures d'une journée. Puis la réponse à ça a vraiment été, je systématise énormément les affaires. Fait que je suis vraiment comme très contrôlant de mon horaire, qu'est-ce que je fais, je la réanalyse pour voir où est-ce que j'ai mis mon temps, c'est là que je veux le mettre. Fait que je suis excessivement intentionnel sur où est-ce que je veux m'en aller. Puis il y a un outil d'ailleurs que j'ai, il est dans mon livre, je vois les livres là, qui sont à la main de moi, il est dans mon dernier livre que j'ai mis, puis je le donne gratuitement souvent à tous ceux qui s'abonnent à mon Instagram. C'est une méthode qui s'appelle FADE. F-A-D-E, c'est un acronyme super banal dans le fond. Mais c'est comme quand tu n'as plus de temps, tout le monde à un moment, tu arrives à une phase dans ta vie où tu n'as plus de temps. Comment tu fais pour recréer du temps? Fait que quand tu y penses, c'est simple. Il faut juste que ce soit clair où est-ce que tu veux t'en aller, c'est quoi tes priorités. Fait que ça, moi là-dessus, je suis vraiment bien obsédé sur où est-ce que je m'en vais, je veux que ce soit clair. Puis quand tu sais ça, c'est juste une méthode d'analyse de qu'est-ce que tu as fait avec ton temps dans les 2-3 derniers mois. Tu regardes un peu chacune des tâches, puis chaque lettre correspond à une fonction. C'est comme si je suis capable de fusionner qu'est-ce que je suis en train de faire, je suis capable de l'automatiser, je suis capable de juste l'éliminer, il faut passer peut-être plus en alignement, puis de regarder comment je suis capable de juste compresser finalement le résultat que j'ai avec les tâches que je fais. Fait que ce qui fait que je suis vraiment très intentionnel sur ce que je crée tout le temps. Puis en ayant une meilleure gestion de ça, tu es capable vraiment de mettre tes priorités en place. Ce que personne... Tu sais, la plupart des gens, tu les arrêtes dans la rue, puis tu fais c'est quoi tes priorités? Ils te répondront pas ou ils vont te répondre. La réponse, je dis tout le temps, la bonne réponse de l'examen. La santé, la famille, puis là, ils vont te répondre quelque chose du genre, tu fais cool. La santé, fait que c'est quoi les actions prioritaires que tu as dans ta vie pour faire ça? Je sais pas, j'essaye il n'y en a pas, tu sais. C'est juste les bonnes réponses qu'ils ont appris. Fait que moi, j'essaie vraiment d'être prioritaire là-dedans. Puis après ça, là, je construis par-dessus ça en allant dans ma direction, tu sais. Fait que, mettons, j'assume. Tu te fais un horaire, mettons, tu as ta semaine, tu as ton calendrier, puis tu réserves tes temps d'entraînement, puis toutes ces affaires-là, tout ton horaire de bâti en conséquence de tes priorités. Puis... Exact. J'ai une couple de non négociables. Ce qui est dur avec ces non négociables-là, c'est que pour ça que je les appelle les non négociables, c'est tout des comportements que tu pourrais pas faire. Genre, tu sais, t'entraîner, tu peux tout le temps remettre ça au lendemain, te développer personnellement, t'éduquer, te former sur le champ de compétences qui te servirait le plus dans ton entreprise ou peu importe c'est quoi tes projets, tu peux toujours remettre ça à demain. Fait que c'est des tâches que finalement, tu n'as jamais le temps si tu ne décides pas que c'est impossible. Fait que vous avez peut-être déjà vu, je trouve que c'est la meilleure image, mais l'espèce d'image de quelqu'un là, qui essaie de rentrer des grosses roches, des moyennes roches, puis du sable dans un bocal, puis là, il commence avec le sable, il met les moyennes roches, puis après ça, il n'y a plus de place pour les grosses roches. Puis là, c'est l'inverse qu'il faut faire. Si tu mets les grosses roches, les moyennes se glissent entre les grosses roches, puis le sable, après ça, réussit à rentrer à travers. C'est la meilleure illustration de ça dans la vie. Si tu trouves toujours une solution pour que les autres affaires qui sont flexibles rentrent quand tu mets tes éléments en place. Fait que entraînement, temps en famille, temps en couple,
J'en ai plusieurs autres. Là. J'ai une évaluation hebdomadaire qui fait partie de ça parce que je veux prendre le temps de faire une rétrospective de je suis content d'où est-ce que je m'en vais. Sinon, tu finis 10 ans plus tard pour faire qu'est-ce que pas la vie je voulais. Fait que il y a des petits blocs comme ça qui sont là. Puis après ça, ben une fois que c'est une petite couche, là, ça prend pas tant de temps que ça. Après ça, ben, il te reste le reste de ton temps pour être intentionnel avec tes objectifs et où est-ce que tu vas aller. Oh, c'est super bon. Fait que tu as appris à déléguer, en vrai, parce que quand tu étais Alex Boily, kinésiologue, là, après ça, tu as donné ton travail terrain à certains entraîneurs. Ça t'a permis de retirer du terrain, gagner du temps, dans certains sens. Puis après ça, tu as pu te concentrer sur d'autres aspects, probablement que la création du sommet. Puis après ça, développement entrepreneurial aussi derrière ça, qui fait que là, mais en évaluant aussi à chaque fois, c'est où je veux m'en aller. Est-ce que là, je suis en ce moment, peut-être qu'il y a 5 ans, c'était ton bonheur et ton plaisir, mais aujourd'hui, c'est autre chose que ton ressenti, fait que tu veux te réorienter vers une autre avenue. C'est la délégation que tu as appris à faire, probablement qui est difficile pour plusieurs, ou il y a peut-être probablement d'autres choses. Non, mais je sais pas si... J'ai pas l'impression que déléguer, c'est le plus gros problème que les gens ont. Je pense que les gens sont pas bons pour gérer d'autres humains. J'ai vraiment observé ça. Les deux, honnêtement. Oui, mais ce qui est très différent... Moi, j'ai eu quand même un syndrome... Quand là, je me suis retrouvé... Déléguer... Si moi, j'étais occupé à faire quelque chose, puis déléguer, ça a été facile pour moi. Quand ça a été le moment où je faisais plus rien, puis je joue un rôle plus d'analyse, puis de vision stratégique, puis de recherche et développement, puis que tu n'as pas une tâche concrète, j'ai vraiment vécu un malaise là-dedans. C'était parce que j'avais l'impression que je laissais les gens travailler, puis moi, je faisais rien. T'sais. Fait que ça, j'ai dû travailler là-dessus, parler à mon équipe, puis moi, je suis en toute transparence, de faire comme « Hey, by the way, je comprends pas trop c'est quoi mon rôle dans ce siège-là, puis je me sens comme de la merde dans ce siège-là. » Fait que je vais en parler souvent pour qu'eux autres soient vraiment capables de m'aider à faire. Non, nous autres, on n'a pas cette croyance-là, continue de faire ça, patati patata. Fait que ça a été tough au début, mais là, c'est quelque chose qui s'est quand même amélioré puis qui va quand même mieux. Mais je pense pas que déléguer, c'est ce qui est le plus dur. J'ai côtoyé des entrepreneurs pas mal là, dans les dernières années. Je fais partie des groupes d'entrepreneurs. Puis c'est juste que quand tu arrives à engager, quand tu arrives à former, quand tu arrives à... T'es pas bon. Puis là, les gens ont l'impression que c'est les autres humains qui créent des problèmes dans leur vie, mais dans le fond, c'est eux qui sont pas capables de diriger comme il faut les autres humains. Puis c'est ça que la plupart des entrepreneurs vivent comme défi. Puis pour de vrai, là, ça doit faire une bonne centaine d'entrepreneurs que je côtoie, qu'on était sur une espèce de chemin similaire. Puis je dirais, sur ces 100-là, il doit y en avoir 5 que je connais qui ont réussi à persévérer dans le calvaire de recruter du monde, les former comme il faut, à être un bon leader pour eux autres, pour qu'ils trouvent une place dans leur organisation, qu'ils soient vraiment impliqués là-dedans, puis qu'ils réussissent à déléguer pour de vrai. Ça, c'est définitivement une de mes forces que je savais, que je sais même pas tant que ça. Ça n'a pas été tant intentionnel. Je savais juste que c'était les prochaines étapes, j'avais besoin de plus de monde, puis je m'arrangeais pour résoudre les problèmes qui arrivaient. Mais je pense que c'est surtout ça le problème. Mais tu sais, ça arrive dans une grosse famille de délégués. Mm-hmm. Il y a une grosse portion de... C'est un humain qui est en avant de toi, puis il sacrifie sa vie pour travailler avec toi. T'sais. Fait que comment tu fais pour qu'il soit dans le milieu où il est en harmonie, ça répond à ses besoins, ça répond à ses besoins financiers, que tout sur l'épaule à ça. C'est une grosse job. Là. C'est vraiment un peu comme avoir un enfant. C'est comme il met ta vie. Mm-hmm. Il prend sa vie pour construire une partie de la tienne. Fait qu'il faut vraiment que tu réussisses à créer un environnement qui est optimal. Puis ça, c'est du un stress aussi qui peut être sûr, comme tout entrepreneur, avec la business, que tu vas avoir assez de revenus qui va rentrer ou de clientèle pour garder ton staff présent, là, pour pas avoir à faire mais des choix tu vois, c'est quelque chose qui m'a très peu habité, mais je pense que c'est associé à notre force. Moi, j'ai commencé en affaires en faisant beaucoup de publicité. Ça a été mon point d'entrée. C'était par hasard. J'étais un peu comme... Ah, OK, cool, on peut faire de la publicité, vendre des documents en ligne. J'ai vraiment commencé en pensant que j'allais peut-être gagner ma vie en faisant de la publicité puis vendre de la formation automatique en ligne. Puis je sais pas, il y a une paresse de jeunesse là-dedans, je pense, parce qu'après ça, tu te rends compte que même si je faisais ça, là, puis je faisais 1 million par année avec des affaires automatisées, je ferais quoi de ma vie? Là, tu te rends compte, finalement, c'est le fun dans la vie, servir à de quoi, puis contribuer à quelque chose, puis avoir un impact. T'sais. Fait que finalement, tu réalises que le jeu de... Fait que moi, j'ai commencé par là, mais là, ça a fait que ce que je faisais, c'est beaucoup de publicité pour vendre des produits en ligne, beaucoup de publicité. Mais ça a vraiment développé cette facette-là. Puis ça a vraiment facilité le processus d'acquisition de clients, qui est un des plus gros problèmes de toutes les entreprises. Puis une fois qu'il est résolu, ben ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention à notre argent. Il faut vraiment compter quand même, il faut être budgété. Mais ça n'a jamais été... J'ai 10 clients ce mois-ci, puis je ne sais pas si je vais en avoir 10 le prochain, mettons. Mm-hmm. Parce que c'est très contrôlable, notre stratégie qu'on utilise.
Fait que ça l'aide vraiment beaucoup, ça, pour la stabilité. Là. Mais ça fait partie de la réalité tough d'un entrepreneur, cette incertitude. Puis j'imagine aussi, il y a une grosse partie de ça qui vient de qui embaucher, de choisir des players. Ça, as-tu des trucs pour les gens ou comme même une expérience de peut-être tes premières embauches versus maintenant? J'imagine que tu as appris des trucs. Je raconte tout le temps l'histoire dernièrement sur les réseaux sociaux que je dis tellement pas ça méchamment, puis j'ai un grand respect pour la personne en question, mais dernièrement, ça fait 1 an et demi à peu près, mais on n'avait pas un bon directeur des ventes en place, puis on a joué au jeu de... On engage un nouveau directeur des ventes, là, on le laisse faire sa job, puis on prend la courbe de croissance qu'il a réussi à nous faire faire, puis là, on fait, hey, si on s'était pas trompé, puis on avait engagé lui au début, pendant 1 an et demi, puis on aurait fait comme 1,5 million de ventes de plus. Fait que c'est un peu ce qu'on a perdu à engager la mauvaise personne, mettons. T'sais. Puis c'est entièrement ma responsabilité. C'est pour ça que je dis, j'ai rien contre l'individu. C'est l'histoire d'évaluer, comme tu l'as dit, y a-tu vraiment les compétences pour aller là? Fait que tu sais, des erreurs, là, au début, il y en a plein. Puis là, je dirais, dans la dernière année et demie, là, on est vraiment rendu sa coche là-dedans parce que c'est une compétence à apprendre. Puis on a étudié les meilleures pratiques dans le monde là-dedans. On va probablement faire un sommet. Là, on fait aussi un sommet sur la publicité pour partager nos meilleures pratiques. Puis le recrutement, ça nous a tellement aidé. Mais c'est super, ça va être super banal mon truc, mais il fonctionne excessivement bien. C'est vraiment juste que, comme tu as dit, les A-players là, sont déjà quelque part. Il n'y a pas un A-player qui est assis sur son divan en ce moment en train de se demander qu'est-ce qu'il va faire. Ça arrive d'un fois, là, ça prend un miracle qui est en transition entre un projet et un autre, mais ça n'arrive pas. Fait que la question devient, le A-player en ce moment, dans le milieu qui est, comment tu es capable de créer un où ce qui va être mieux chez vous. Puis après ça, il faut juste réussir à communiquer. C'est vraiment la même affaire que du marketing avec des clients. Ouais, le marketing avec les clients, tu essaies de faire... Il y a quelqu'un quelque part qui s'est regardé dans le miroir le matin puis qui a fait « Faut que je perde du poids, je t'ai écœuré ». Puis ton but, c'est de faire un message qui parle directement à cette personne-là puis qui s'en vient. Et là, c'est la même chose. Il y a quelqu'un en ce moment qui a une job, mettons, qui est directeur financier puis qui fait « J'haïs ça ici parce que j'ai pas de croissance. J'haïs ça ici parce que j'ai pas de flexibilité. » Peu importe c'est quoi les modalités. Puis ton but, c'est de faire vraiment un message comme ça. Fait que nous autres, à chaque fois maintenant qu'on recrute quelqu'un, OK, on va écrire c'est quoi les compétences qu'il devrait avoir, c'est quoi l'attitude, puis les valeurs qu'il devrait avoir, puis on va les évaluer en entrevue, puis on le dit dans le processus, mais ce qu'on va déjà penser, c'est il est où ce joueur-là ou cette joueuse-là, puis c'est quoi ses irritants ou ce qu'elle est en ce moment. Fait que maintenant, juste pour donner un exemple, quand on a fait l'acquisition de la compagnie de repas préparés, il fallait remplacer le propriétaire, parce que c'est le propriétaire qui vendait, puis il partait. C'était un genre de gérant de production. Mais la personne qu'on a recrutée, c'est quelqu'un qui travaillait ailleurs. Puis moi, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui est notre force dans ce nouveau poste-là? C'est quoi les gens qu'on le sait qui peuvent remplir ce poste-là? Puis comment mon offre peut être supérieure à la leur? T'sais. Puis je dis supérieure, mais c'est important de comprendre, c'est pas je paye plus cher, c'est que les irritants pour certaines personnes vont être des... Tu sais, mettons, là, quelqu'un qui est un performeur, tu vas lui dire, je vais être exigeant, je m'attends à ce que tu sois performant, tu vas être obligé de croître, puis il va faire bien hot. Ouais. Quelqu'un qui c'est pas le cas, il trouvera pas. Fait que c'est pas nécessairement plus d'argent puis plus de vacances. Ouais. Ça va être quoi tes exigences? Puis je fais ce poste-là, puis je me dis, OK, moi, je cherche quelqu'un qui a de l'expérience en cuisine, j'ai pas le choix, parce que c'était ça aussi, l'expertise du propriétaire, c'était l'élément cuisine. Fait qu'il fallait qu'il connaisse ça. C'était pas juste un gérant là, d'opération. Fait que je suis comme ça, n'a pas le choix d'être quelqu'un qui est chef ou cuisinier. Là, je me dis, ils sont où ces gens-là? Fait que ça peut être d'une cafétéria, d'une place de personnes âgées, d'un resto. Puis là, je suis comme, c'est quoi les irritants de ces places-là? Puis ben, les cafettes et compagnie, c'est pas très stimulant, puis il n'y a pas de croissance. Puis les restos, il y a des heures épouvantables. Fait que tout ce qu'on a fait, c'est, on fait vraiment des campagnes publicitaires, nous autres, quand on recrute. Parce que c'est ça, les gens sont méta. Ouais, directement. Puis il y a presque personne qui font ça, mais justement, quand tu y penses, c'est... Deux. Comment? On est 2. Ah, mais cool, là, 2. Ben, mais c'est stupide que les gens fassent pas ça parce que la personne qui veut, elle cherche pas de job, probablement. Ouais. Fait que justement, puis ça, je trouve ça génial. C'est la personne qu'on a engagée en ce moment qui est extraordinaire. Elle me dit, je cherchais pas de job. J'étais bien où j'étais. Il y avait une super bonne condition de travail, puis c'était cool. Mais il y a quelqu'un de ses amis qui a vu le post, puis il a envoyé, il a fait « Chris, il me semble que c'est vraiment toi, ça. » Puis il a commencé le processus d'entrevue pour voir c'était quoi l'offre. Puis finalement, ben, il a fait un transfert. Nous autres, on appelle ça un transfert latéral. Ça veut dire je ne paye pas tellement plus cher parce qu'on ne le connaît pas non plus. Fait qu'on essaie juste de faire « OK,
on t'offre un nouveau milieu tripant, puis on va essayer de grandir ensemble, mais il a juste fait un transfert latéral pour qu'on réponde à ses besoins. Mais il est d'un milieu où il y a de la croissance. Son horaire était quand même raisonnable avant, mais on a fait de la pub sur tu travailles dans un restaurant, puis tu es écœuré, des horaires qui n'ont pas de bon sens. Puis là, on a travaillé à partir de ce point-là pour réussir à avancer. Fait que il y a plein d'exemples de même. Je veux dire, on a recruté quelqu'un en RH, là, elle commence lundi, dernièrement, à travers d'un autre milieu, ce qui était bien contente. Fait que c'est vraiment cette portion-là, puis être vraiment diligent dans l'entrevue. Là, tout le monde, c'est quétaine ce que je vais dire, vous l'avez déjà tout entendu, mais on n'a jamais le temps de recruter. Oui, effectivement. Moi, là, quand je recrute, j'ai au moins 6 candidats en même temps, puis j'ai besoin d'1 heure, puis je fais un processus d'entrevue. Mais mon adjointe a fait tout le temps un premier tri. On a des formulaires pour faire un premier tri. Je n'utilise pas tant le CV. Moi, là, je sais pas si. Je trouve que le CV, ça dit fuck all. Fait que j'aime mieux faire vraiment un formulaire que la personne répond aux questions. La façon qu'elle répond aux questions, ça t'en dit déjà long à la personne. On identifie des gens potentiels. Là, il y en a quand même pas mal. On les appelle tous juste pour faire. Parce que le monde, des fois, écrivent dans leur formulaire des affaires de fou, puis finalement, tu te rends compte qu'il est assistant gérant chez Sushi Shop, mais qu'il a écrit expérience en gestion, multiple employés, machin, patente. J'ai déjà été seul dans un restaurant. Puis là, t'es comme, mon Dieu. Puis là, assistant gérant depuis 2 mois chez Sushi Shop. C'est vraiment un cas vécu. On les appelle juste pour faire, fais-tu du sens? Juste y parler 2 minutes, tu vois comment la personne a fait du sens. Puis après, c'est 1 heure d'entrevue de culture. Après ça, c'est 1 heure d'entrevue de compétences. Fait que si t'en as 6, c'est 12 heures d'entrevue d'emblée. C'est de la job en sacrement, puis là, tu as tout le reste de la vie qui avance. Mais cette étape-là est importante. Par curiosité, pour finir avec 6 candidats, tu vas recevoir combien de candidatures? Bonne question. Filtré? Mais combien, hein? Un bon 30-50, là. Ah ouais, c'est déjà bon, je pense. À cause des autres, c'est à cause de votre méthode. Moi, tu sais, nous, on est en création de contenu, mettons. Fait que, mettons, je cherche n'importe quoi, là, gestionnaire de médias sociaux, vidéaste. Pour finir avec 5 entrevues, je vais peut-être avoir 200 candidatures. OK. Ben c'est ça. Dans ce temps-là, tout ce que tu sais juste parce que tu fais pas assez peur avec ton. C'est quoi ta page de réception de candidats, mettons? Moi, j'affiche à plein de places. Fait que je fais le classique, Indeed, LinkedIn. Après ça, je fais du méta. Puis honnêtement, de mon expérience, moi, singulièrement, puis ça peut être différent pour différents marchés, mais j'ai eu des A-players de toutes les places. Fait que maintenant, je prends plus de chance, je le mets partout. Tu as raison. Mais tu vois, moi, mon approche, c'est peut-être pas la bonne, parce que ça va me dire que je perds du temps, mais j'essaie de laisser entrer le plus de candidats. Ça me dérange pas de recevoir 200 CV et d'en filtrer, parce que je veux prendre le plus de chances possible d'avoir un player. Fait que je veux pas trop... Tu sais, il y a du monde que peut-être, oui, je pourrais plus les filtrer avec une meilleure page ou quelque chose, mais en ce moment, écoute, le recrutement, c'est vraiment quelque chose. Hein? Puis moi, dans mon milieu, c'est notre 7e année d'opération, puis j'ai jamais eu autant de bons candidats que maintenant. Puis je pense qu'il y a une partie de ce que j'ai appris puis de qu'est-ce qu'on fait. Puis il y a une autre partie qui est le marché du travail a beaucoup changé. Mais c'est sûr que j'ai encore à apprendre, mais là, je suis vraiment content, je touche du bois. Là. Ça fonctionne, qu'est-ce que je fais? Moi, je trouverais que c'est trop parce que c'est même dur de faire un tri diligent de ça. Fait que le but, c'est d'essayer de faire comment je peux faire un filtre qui naturellement filtre les bons. Puis tu sais, je vais te donner un exemple pourquoi je vois ça. Là, c'est que la personne des repas préparés qui est venue travailler chez nous, toutes les étapes que tu mets, là, c'est pas obligé d'être des étapes là, compliquées, puis envoie-moi une vidéo de. Ça pourrait être ça. Tu sais, comme en vente, envoie-moi une vidéo de toi qui se présente, ça fait bien du sens, il est supposé parler avec du monde non-stop. Tu sais, c'est pas obligé d'être ça, mais ça peut l'être. Mais lui, il veut pas. C'est un A-player. Il choisit son milieu. C'est pas juste toi qui est en train de le choisir. Fait que nous autres, là, j'ai tellement trouvé ça drôle parce que j'ai fait tout le processus d'entrevue avec. Puis après ça, je dis, on va aller se rencontrer. Moi, j'habite au Saguenay, puis cette compagnie-là est à Québec. Fait que c'est pas vraiment proche de chez nous, mais je dis, on va aller se rencontrer sur place, le lieu. Puis parfait. Je vais te montrer aussi les employés. Tu vas pouvoir les rencontrer pour être sûr que tu vois tout. Parce que moi, je dis tout le temps en entrevue, le pire échec, c'est qu'on starte ensemble, puis 3 mois plus tard, on se rend compte qu'on n'aurait pas dû. Fait qu'on va tout vérifier ce qui est susceptible de scraper à patente maintenant. T'sais. Fait que je dis, on va aller là, puis j'arrive là-bas. Je parle à l'ancien propriétaire qui était sur place, c'est lui qui opérait à ce moment-là. « Hey, salut, je te présente JP qui s'appelle. » Puis là, il fait « Hey, mais on s'est déjà vu. » Puis là, il fait « Hey, c'est pas toi, là. » Puis j'apprends qu'il était venu en voyant l'annonce, il est allé voir c'est quoi la compagnie, il est allé sur place comme un client, puis il a posé des questions sur ses produits, ses services, il a regardé. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas le goût d'aller dans un milieu de marde avec une place de marde. Fait que ces gens-là
sont des A-players, ils vont aussi faire le job. Fait un filtre, ça peut juste être... Nous, là, il y a vraiment une belle description de c'est quoi Révolution Santé, c'est quoi les exigences, qu'est-ce qu'on fait. Puis ceux qui sont en mode je vais postuler une job, déjà, ils ont fini. Ils lisent même pas c'est quoi cette affaire-là. Fait que c'est très banal, mais je pense que c'est du monde que là, ils vont s'impliquer dans leur processus parce qu'ils veulent quelque chose de sérieux. Puis on est tous comme ça. Moi, ça serait la même affaire. Demain, si je me cherche une nouvelle job pour quelconque raison, c'est sûr à 100% que je choisis où ce que je vais travailler. Puis pas je suis tellement d'accord avec toi. Mais tu sais, je te dis ça, j'y reçois, mais le premier filtre que je fais, c'est comme oui, non, peut-être. Ouais, c'est ça. Vraiment vite. Parce que là, sinon, effectivement. Mais il y a des questions dans ton formulaire. T'as-tu un formulaire? Oui, mais ça dépend d'où il applique. OK, ouais, c'est ça qui est dur un peu. C'est pour ça qu'on aime la méthode. Deux questions. Ouais, ça c'est. Parce que nous, il y a des questions que c'est des deal breakers. Là. Moi, je travaille avec personne de temps partiel. Moi non plus. Fait que, tu sais, je demande tout le temps ça aux gens. Il y a des gens qui réussissent à répondre en me disant hey, j'ai ce projet-là ou j'ai ces clients-là. Je suis absolument ouvert à travailler temps plein que vous autres. Je ne sais pas, il faudrait que j'en apprenne plus. Puis ça, je respecte ça parce que si c'était ma situation, ben, je n'irais pas dire dans un formulaire que je ne connais pas le processus. Mais quelqu'un qui me dit j'ai un autre projet que je veux continuer absolument, mais pour moi, c'est comme ça ne fait pas de sens. Je veux vraiment que tu sois dédié à 100% à ta quête dans notre entreprise. Fait que là, ça, c'est systématique. Fait qu'il y en a une couple de même que tu jettes à la poubelle systématiquement, puis tu fais OK, c'est pas des candidats adéquats. Puis après ça, ben, on va de l'avant. OK, j'ai une question full croustillante, je pense, pour ceux qui nous écoutent. Non, mais on parle d'engager des players puis de tout ça. Puis là, tu disais, c'est pas tout le temps une question de salaire. Comment tu gères la négociation du salaire pour justement, mettons, tu as un candidat que tu veux? Je pense que c'est quelque chose que notre auditoire, c'est à un moment donné, ils font des entrevues puis tout. Puis là, ils arrivent à ça, le monde va être stressé raide. Comment tu approches ça? Puis est-ce que tu as des trucs pour ça? J'ai fait l'erreur dans le passé de ne pas vérifier comme il faut le marché. Fait que juste vérifier le marché. Après ça, je m'y fie pas vraiment. Mais c'est juste pour voir il y a une certaine mesure. Quelqu'un qui t'arrive avec un salaire qui n'a pas de Jésus-Christ de bon sens, tu peux lui dire que tu es comme dans les chartes salariales, ça n'a pas de sens. Tu es au-dessus de la moyenne haute au Canada, whatever, c'est quoi. Ça te permet aussi, toi, de créer des attentes qui font du sens. Mais après ça, pour être honnête, là, moi, je suis vraiment le genre de personne qui laisse la chance au coureur. Et que c'est vraiment étrange, là, ma méthode de faire, mais souvent, je vais juste dire à la personne, cool, puis en passant, je ne parle pas de salaire. Tu sais, je vais afficher une braquette salariale, mais je ne parle pas de salaire de tout le processus. Puis il n'y a jamais personne qui me le demande, by the way. Là, on va poser la question dans l'appel téléphonique là, de qualification de départ avant même qu'on passe en entrevue. Genre, t'as vu c'était quoi la braquette salariale? Ça fait du sens pour toi? Ben oui, ça fait du sens pour moi. Cool. Là, c'est juste ça qu'on veut voir. Puis après ça, on continue. Ben, c'est rien qu'à la fin, une fois qu'on a choisi notre candidat, qu'on s'assoit. Puis moi, je suis vraiment en mode... Le meilleur deal qu'on est capable de faire en ce moment, c'est que moi, je suis très généreux du salaire, là, dans le sens, la seconde, mets-moi la pression que je ne veux pas te perdre, puis je vais te payer cher. C'est un petit peu ça l'idée. Fait que le premier pas, c'est un peu comme ce que j'aimerais qu'on fasse comme deal aujourd'hui, puis je te demande d'être honnête, c'est qu'est-ce que tu as juste besoin pour être bien, puis que je réponde à tes besoins, puis qu'on va de l'avant. Puis on est capable de réévaluer qu'est-ce que tu fais. Voici les attentes que je veux que tu m'accomplisses, etc. Mettons, ça arrivé dernièrement, là, l'avant-dernière embauche qu'on a faite, un coach qui joue un rôle clé, qui devient directeur succès client chez nous maintenant, qui a évolué d'une vitesse grand V. Où ce qui était sa job en ce moment, puis il ne travaillait pas dans le domaine du coaching parce que, bref, il avait bifurqué un peu du choix de carrière, tout ça. Il était payé plus cher que ce qu'on avait vraiment dans notre enveloppe de coach. En tout cas, c'était comme, mettons, nos coachs payés les plus chers. Mais en même temps, solide entrevue, solide candidat. Vraiment, j'ai fait mon bac avec, fait que je le connais aussi, fait que ça l'aide un petit peu plus dans la confiance. Puis dans ce temps-là, je fais juste faire, OK, ben, je veux juste que tu saches, t'es dans la braquette haute, mes attentes sont fucking élevées. En dedans de 3 mois, je m'attends à ce que tu sois capable de faire ça. Moi, je trouve que la personne, dès qu'elle exagère son salaire, là, je mets la pression sur elle. Fait que je suis comme, moi, ça me fait plaisir de te payer. Je peux te payer 10 fois ça si tu veux. Mais il va falloir que tu livres en sacrement quelque chose qui fait que tu rapportes en échange. Puis, ben, explique-moi comment tu vas le faire. Tu sais, c'est un petit peu ça l'idée. Fait que c'est vraiment la relation que j'ai tout le temps. La dernière personne qu'on vient de recruter, c'est un peu la même affaire. La personne, on cherchait une personne en plus coordination RH parce qu'on ne voulait pas dire directrice RH parce qu'on n'a pas d'employés. Fait que c'est pas, tu sais, on voulait juste qu'elle monte le département en coordination avec tout le monde. Solide candidate, encore une fois, vraiment contente de tout le processus d'entrevue. Quand on arrive à la fin, parle du salaire qui est comme dans la braquette assez haute de ce qu'on voulait, mais en même temps, elle me dit, moi, j'aurais aimé ça vraiment avoir le poste de directrice. C'est comme, je le sais que, un moment donné, les titres, on s'en fout un peu, mais elle dit, c'est juste le fait que j'accroche vraiment sur le fait que c'est moi qui est responsable du département, ça va être ma responsabilité. Fait que, tu sais, à step up, j'arrive avec une offre, puis elle fait comme moi, je te donnerais plus que ça. Puis elle n'était pas agressive son salaire en voulant dire donne-moi 20 000 de plus que ce que tu me dis comme poste de directrice. Tu sais. Mais ça, moi, j'aime ça, puis je suis plus du genre à faire parfait.
Mais là, mes attentes sont là. T'sais. Fait que, puis là, ben, je vais être exigeant, je vais faire des suivis rapides avec pour faire comme tu livres-tu comme tu veux ou pas. Puis mettons, juste à titre d'exemple, mon coach en question, il était payé cher. Comme nous autres, on a un poste qui s'appelle coach senior chez nous, fait qu'il était comme payé comme un coach senior. Je venais de l'engager, je savais pas s'il allait livrer la marchandise. Mais là, il y a 5 mois plus tard, il a commencé à prendre des fonctions de directeur succès client. On avait quelqu'un qui avait quitté ce poste-là, puis c'était le directeur des opérations qui avait repris le relais. Il avait déjà fait ce job-là, fait qu'on le savait que c'était à remplacer éventuellement. Puis il a pris le relais là-dedans en fou. Après 5 mois, ben on s'est resté, on a renégocié son salaire juste pour faire rester. En 5 mois, tu as réussi à nous en donner. Tu n'es pas directeur succès client encore, mais on voulait juste faire bravo. Puis on a augmenté un petit peu son salaire pour faire t'es dans la bonne direction, puis ça continue. Fait que je suis pas quelqu'un qui a peur de ça trop. Puis comment tu gères ça si, par exemple, la personne t'a demandé beaucoup, puis finalement, ça l'atteint pas nécessairement comme les hautes attentes que tu avais mis? Parce que là, tu as une perte aussi. Si là, tu disais tu veux pas arriver après 3 mois, puis là, tu perds quelqu'un, puis là, tu recommences. Ouais. C'est tellement d'investissement rentrer quelqu'un dans l'entreprise. Je dois t'avouer que ça m'est jamais arrivé, honnêtement, de ça, mais ça serait juste d'avoir des suivis vraiment en tête, puis d'avoir des indicateurs de performance précis. Puis aussi, je trouve que c'est notre rôle stratégique à nous autres en tant qu'entrepreneurs de savoir est où l'opportunité là-dedans. Fait que, tu sais, mettons, là, en RH, nous autres, ben, c'est pas compliqué. Il y a plein d'affaires à réorganiser qui sont comme heureusement, j'ai vraiment des bons humains. Fait que le volet RH, c'est juste comme tout le monde est des bonnes personnes. Fait qu'ultimement, ils se comportent bien puis ils prennent soin des autres, ça va. Mais à tout bout de champ, il y a des petites affaires puis on n'a pas de procédure. Fait que ça, on a besoin de mettre ça. Puis c'est quand même urgent parce qu'à un moment donné, tout peut péter parce que la culture va mal, mettons. Mais là, ça va bien pour ça. Mais c'est très simple. Là. Elle fait juste aider à recruter dans le département des ventes ou améliorer la formation dans le département des ventes en collaboration avec le directeur des ventes, il est solide, mais il est junior en gestion d'humains, mettons, puis en formation d'humains. Fait que je pense qu'en collaboration avec la nouvelle personne qui a beaucoup d'expérience, ça va nous aider à cette époque. Mais elle peut doubler nos ventes en facilitant le processus de recrutement, puis en facilitant. Tu sais, fait que je veux dire, il y a comme. C'est de savoir sont où les points, puis de faire, ben là, les attentes sont élevées, je m'attends à ce que tu implantes ça, mais. Puis même d'avoir la conversation avec puis de dire dis-moi comment tu vas couvrir ton salaire le plus vite possible, tu sais. Avec quelqu'un, c'était intéressant. Puis par curiosité, là, je suis curieux, est-ce que vous engagez le monde à l'année avec un salaire puis les gens s'arrangent avec leurs heures ou c'est à l'heure? Comment ça fonctionne? Ça varie, mais en général, c'est un bloc d'heures puis honnêtement, on s'en fout pas mal. Mais dans le sens, si la personne, tu sais, des fois, elle peut arriver, puis bon, elle-même, mettons, elle fait son introspection, puis elle se dit, bon, je n'atteindrai pas les objectifs. Es-tu dans une position où elle va faire plus d'heures pour compenser, puis où ça arrive jamais? C'est tout le temps dans leur genre de 40 heures maintenant. Ouais, ça arrive pas vraiment. OK. Je veux dire, on est un peu en mode, des fois, ça donne qu'on a besoin de donner un petit push de plus, puis on en fait plus, puis on se sent juste moins mal. On est une entreprise qu'on perçoit vraiment beaucoup. On n'essaie pas de dissocier les éléments entre l'humain puis l'employé. Puis je trouve ça bizarre qu'on agit de même dans la société. Puis moi, j'ai jamais vu ma vie de même. Fait que je pense que naturellement, ça s'est transmis dans l'entreprise. Ce que je veux dire par là, c'est que je pensais à ça cette semaine. Je me dis, je travaille vraiment beaucoup. J'essaie de je sais pas pourquoi je devais écrire de quoi. Puis je me disais, c'est quoi qui fait une différenciation sur ce que j'écris? Puis je travaille vraiment gros. Mais c'est pas vrai que je travaille gros. Fait que je me suis dit, c'est pas vrai. Des fois, je compte mes heures parce que j'ai l'impression de travailler gros. Puis honnêtement, je suis pas mal vraiment dans le 40 heures semaine. Là, ma vie est un peu étrange parce que, mettons, là, je viens jusqu'ici, fait que tu calcules comment un 5 heures de route venir à Montréal. Puis bon, c'est bizarre à calculer, mais je suis vraiment pas mal tout le temps dans le 40 heures, des fois un peu moins. Puis, fait que je travaille pas tant, mais j'étais comme, pourquoi j'ai l'impression de travailler tant? Puis c'est parce que je travaille vraiment juste sur ma vie. Fait que c'est que mon horaire, tantôt on parlait de mon agenda, mais c'est que je me lève le matin, je gère mes enfants, après ça, j'ai un entraînement d'1 heure, puis après ça, je commence à travailler, après ça, j'ai une demi-heure pour dîner, puis après, puis j'ai une place, j'ai du stretching, puis j'ai une place que. Fait que j'ai l'impression, je dis du travail, mais c'est dans le sens, je prends au sérieux ma journée, puis ce que je fais avec mon temps, mais c'est ma vie que je gère. Fait que je vois ça un peu aussi avec mon staff de. Mais si toi, ça va pas bien, t'es brûlé. On avait cette conversation-là dernièrement. La nouvelle personne au RH va tout mal standardiser, mais on n'a pas tant de politique de congé maladie chez nous. Mais quelqu'un me dit juste, là, hey, moi, je suis brûlé bien raide, c'est en site, faudrait que je prenne mon vendredi, je prendrais mon lundi ou une fin de semaine de 4 jours. Je serais comme, go for it. Puis tu le paierais quand même égal. Je le paierais. Ah ouais, OK. À part si la personne, justement, elle sous-performe ou peu importe c'est quoi, mais je veux dire, sinon,
C'est ça. En général, on n'a jamais vraiment ce genre de problème. Ben, écoute, moi, dans pas long, ça va faire 20 ans que je suis entrepreneur. Je n'ai eu des entreprises, puis j'en connais des entrepreneurs. Puis moi, les RH, je pense que c'est ma discussion préférée à avoir avec des entrepreneurs. Puis je dois te dire que tu dois faire quelque chose de vraiment correct parce que c'est un méchant défi pour bien du monde. Puis il y a bien des affaires que tu as dit. En passant, je trouvais ça cool parce qu'il y a de comment tu recrutes le monde puis comment tu vois ça. C'est exactement ce que je fais. Mais c'est ce que je disais tantôt. J'ai observé j'ai une humanité qui est particulière. J'ai un respect de l'être humain qui est particulier. Je pense que c'est vraiment là-dessus qui est la différence. C'est que puis ça, c'est mon tempérament de coach qui fait ça. Mm-hmm. Dans le sens, je me décris plus comme un coach d'humain qu'un kin ou whatever c'est quoi. C'est que il y a un humain qui vient ici, puis lui, il a une vie, puis il veut être bien dans sa vie, puis il veut croître, puis je veux savoir c'est quoi ses objectifs, puis comment mon véhicule va se retrouver être un véhicule qui l'amène dans la même direction que lui. Fait que j'essaie d'être diligent là-dessus. Quand les gens font pas à job, je suis pas gêné d'aller leur parler. Pas méchamment, c'est juste une affaire de tu peux apprendre une nouvelle compétence, tu peux qu'est-ce qu'il y a là-dedans, peut-être t'es pas dans le bon milieu. Je trouve qu'ultimement, tu te retrouves vraiment à tout le temps guider la personne à la bonne place. Tu sais, si ta sort de ta compagnie, tu fais encore la meilleure chose pour elle si toutes les conversations se font d'une façon qui font du sens. Fait que, il y a une espèce d'aura étrange. Je pense qu'on prend vraiment au sérieux chaque humain, puis on les amène comme il faut à la bonne place, puis on est dans le respect de ça. Puis je pense qu'on récolte par le fait même beaucoup de ça, juste parce qu'ils ressentent qu'on a un profond respect envers eux autres. J'ai l'impression que c'est aussi banal que ça, mais ça se réplique sur 1001 comportements, là, mais c'est une espèce de grosse valeur sous-jacente, je pense. 100% d'accord avec toi, puis je pense que ça vient avec beaucoup de sagesse, de leçons et de développement personnel, d'arriver à cette compréhension-là de la chose aussi. Là. Oui, c'est ça. Ouais, Est-ce que c'est un peu ça que tu veux enseigner maintenant ou plus aux entrepreneurs? Tu aimes beaucoup l'entrepreneuriat au Québec. J'ai lu tes 2 livres. Donc, le premier était plus sur le client, exemple, qui pouvait intégrer Révolution Santé pour voir son parcours. Le deuxième est totalement ailleurs. Là, on est vraiment dans l'entrepreneurship, être capable de guider les entrepreneurs pour aider à bâtir une meilleure entreprise. C'est quoi un peu Mais les deux, tu vois. Où est-ce que tu es rendu en ce moment là-dessus? Mon positionnement avec Sors de ta cage, le dernier livre, tu as raison que toutes les c'est ça, j'étais un peu drôle. Je parlais avec un gars de notre équipe marketing, puis je disais, ce livre-là, je pourrais avoir fait 5 titres avec 5 sous-titres, avec 5 intros différentes, puis il répondrait aux besoins de tout le monde. Parce que ça revient beaucoup plus à comment l'être humain est capable d'être discipliné dans ses comportements, à faire ce qu'il doit faire. Fait que moi, ma philosophie de vie, c'est avoir du succès. C'est vraiment plus simple qu'on pense. C'est juste qu'on n'est pas capable de faire des comportements simples avec discipline, puis c'est ça qu'on devrait porter attention. Fait qu'il est basé là-dessus. C'est juste toute la watt autour, effectivement. J'ai parlé plus à des gens qui sont comme moi dans ce livre-là. Mais il est très universel d'une certaine façon là-dedans. Je vis en ce moment un genre de j'aime pas le terme, là, syndrome d'imposteur que j'allais dire, mais c'est pas tout à fait ça. Je considère juste que j'ai pas assez de succès, une longévité de succès dans le domaine du leadership pour aller me positionner dans cet aspect-là, mettons. Fait que tu as perçu que des succès qui sont déjà impressionnants, mais je veux dire, j'ai tendance tout le temps à faire ce que je fais, c'est-tu vraiment... Je suis capable de dire avec des preuves que c'est vraiment les meilleures pratiques dans le monde? Si c'est pas le cas, j'ai pas le goût d'aller jouer là. Parce que moi, c'est de même que j'agis tout le temps dans la vie. Ça veut dire, s'il y a quelqu'un qui me dit on a un problème avec telle affaire, je suis tout le temps comme c'est qui est meilleur dans le monde là-dedans. Mm-hmm. C'est vraiment ça qui m'a permis de cheminer vite. Puis quand il y a des gens qui sont moyens, je comprends pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Dans le sens, tant qu'à ça, réfère-toi au meilleur. Puis je ne veux pas dire que tu peux pas te référer au meilleur puis donner des recommandations des meilleures pratiques dans le monde, mais j'ai de la misère à comprendre cet aspect-là. Fait que tant que moi, je me sens pas comme j'ai des preuves de penser que c'est absolument hors du commun, ben on n'est pas. Mais là, ça commence à se construire. Parce qu'il y a plein d'entrepreneurs, comme je disais sur mon parcours, que j'ai vu qui bloquent à cette étape-là. J'avais une conversation la semaine passée avec un groupe d'entrepreneurs, quelqu'un qui me disait ça. Il me disait T'as-tu peur à un moment donné qu'il y ait trop de monde? Puis tu sais, j'expliquais pour moi, c'est vraiment juste que à partir du moment où tu commences à avoir du staff, c'est un autre métier. Ouais. Tu fais plus de la business, tu gères juste des humains. Puis c'est complètement différent. Puis il faut que tu aimes cet aspect-là, d'élever des humains à s'accomplir dans le milieu dans lequel tu es. Puis tout est différent. Tu sais, comme tu l'as dit, c'est une nouvelle compétence où tu affiches les postes, comment tu fais les entrevues, comment tu lis à travers les gens, comment tu les formes, tout ça, c'est comme vraiment particulier. Fait que là, en ce moment, je travaille beaucoup sur mon équipe là-dedans. J'apprends beaucoup à comment j'enseigne à mes leaders. Parce que moi, je suis plus en contact direct avec personne sur le plancher. Fait que comment je fais pour que les autres s'améliorent? Ben là, ça devient comment je coach mes leaders pour qu'eux autres soient capables de le faire. J'ai eu une conversation hier avec des directeurs pour faire là,
J'entends des affaires dans la compagnie qu'il y a des employés qui ont vécu des problèmes puis ça n'a pas été adressé. On n'a pas été voir pour savoir en quoi c'est-tu notre faute, c'est-tu vous autres, qu'est-ce qui se passe qu'on devrait réharmoniser ça. Puis je réalise, c'est moi qui ne l'ai pas tant enseigné aux gens puis que ça fait partie. Fait que là, il y a un processus là-dedans. Fait que je le vois venir pas à peu près. Fait qu'en ce moment, ce que j'offre, c'est vraiment... Le noyau que j'offre pour les entrepreneurs, c'est plus ceux qui... Il y a comme 2 volets. Ceux qui sont surchargés bien raides. Il y a un volet de gens qui ont compromis certaines affaires prioritaires de leur vie, leur santé, leur bien-être, leur famille, etc. Fait que ceux qui ont l'impression qu'ils sont en train de décoper ça, il y a une gang que c'est ça. Puis il y a une gang que c'est juste, sont bien occupés, puis ils ont l'impression qu'ils n'ont plus d'espace pour réussir à avoir de la croissance. Fait que là, c'est là que ça permet, avec une meilleure gestion, puis des meilleurs systèmes en place, puis une meilleure analyse, de voir c'est quoi les meilleurs leviers que tu as pour réussir à continuer d'avoir de la croissance sans perdre cette espèce d'équilibre-là. Fait que pour moi, c'est le premier niveau, mais c'est très high level dans le sens... C'est très de développement personnel. C'est pas tant axé sur les ventes au piqué ou le marketing au piqué. C'est vraiment ta façon que tu penses, ta façon que tu construis, ta façon que tu prends des décisions, ta façon que tu priorises les actions à faire. C'est beaucoup dans cette optique-là. Fait que j'ai un noyau comme ça, mais je suis capable de voir dans un futur quelconque une prolongation ou une autre offre, mais qui serait logique en prolongation de ça, qui serait plus axée sur le leadership. À partir du moment où tu commences à avoir du staff, c'est comme un autre game, puis c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Et ce qui est étrange, là, savez-vous quoi? C'est que mes produits que je crée, avec mon brand, c'est tout le temps les produits qu'en vérité, là, le besoin, il est avec mon monde à moi en premier. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ben oui, 100%. Fait que je crée des ressources pour mes entreprises en parallèle. Fait que dans le fond, là, je vais travailler avec mon staff sur de quoi, puis probablement que je vais créer un produit, puis il y a des clients qui vont venir, mais il y a aussi du monde de... Fait que moi, en ce moment, dans le coaching que je fais, qui s'appelle le Club Inspirant, ben, j'ai des employés qui sont là. Parce qu'ils apprennent une meilleure gestion d'agenda, une meilleure gestion de priorisation. C'est un peu une façon d'harmoniser tout ce que je fais, là. Fait que... Écoute, on va suivre ça de près. Alex, si les gens ont apprécié l'épisode, ils veulent te suivre, en savoir plus, que ce soit sur une affaire, 2, 3, 4, tout ce que tu fais, où est-ce qu'ils peuvent en savoir plus, te suivre, etc.? La place à Instagram, c'est là qu'on a le plus d'activité probablement en ce moment. Fait que sur Alex Boily. Tous les réseaux sociaux, si ça vous intéresse, il fallait aller voir ce que Révolution Santé fait. C'est toujours intéressant aussi. Fait que sur leurs réseaux sociaux, révolutionsanté.com pour ça, alexboily.com également. Il y a tout ce que j'ai là-dedans. Mais Instagram, c'est là. J'ai mon profil personnel aussi sur Facebook que je suis assez actif également. C'est les 2 plus gros points. Mais je crée du contenu un peu sur toutes les plateformes sinon. Fait que, ouais. Puis je pense aussi, pour répéter, tu disais, les gens, si jamais ils peuvent, c'est quoi, t'envoyer un DM pour ton e-book? Ouais, écrivez-moi, mettons, venez m'écrire tant. Puis je vais vous donner c'est une formation vidéo avec une couple d'outils pour avoir la méthode Fade. S'il y en a qui se retrouvent être bien surchargés de leur temps, ben c'est un outil qu'on rend à disposition de tout le monde. Et recherchez aussi ses livres, parce que c'est vraiment intéressant. Je les ai lus les 2, vraiment intéressant. Absolument, ouais. Alimentation fonctionnelle, puis sort de ta cage pour ceux et celles qui se sentent... c'est un bel outil aussi, sort de ta cage pour ceux qui se sentent bien surchargés. Un peu partout en librairie, Amazon, etc. Yes. Fait qu'écoute, merci d'avoir pris le temps, le déplacement, puis de ta générosité. J'espère que notre audience va avoir apprécié, puis va t'envoyer un DM. C'était un plaisir. Merci beaucoup de votre invitation. Merci, Alex. Merci à tout le monde. Salut.